Bonjour et bienvenue sur les Success Stories genevoises, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent l'économie et l'innovation à Genève et parfois même au-delà. Un podcast à écouter sur Apple Podcasts, Spotify et en vidéo sur YouTube. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Olivier Brouan, CEO et fondateur du groupe Montou. Vous êtes une entreprise spécialisée dans le consulting, conseil aux entreprises, et vous êtes devenu très vite un des poids lourds du secteur, puisque j'ai lu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, vous avez plus de 12 000 collaborateurs dans le monde. Et l'aventure, elle a démarré en 2007, c'était sous le nom d'Amaris, et vous êtes depuis toujours à Genève. Bienvenue Olivier. Bonjour Mathéo. Alors justement, quand tu as lancé Amaris en 2007, est-ce que tu t'imaginais avoir cette dimension, cette taille-là que vous avez aujourd'hui? Très franchement, ça serait mentir que de dire oui. On a démarré rue de la Fontaine ici à Genève. Et quand on a démarré, on avait l'ambition de faire quelque chose qui était gros. J'ai même retrouvé, je me souviens, des slides que j'avais fait où on était 10 et j'expliquais qu'on serait 500 personnes dans 10 pays dans 5 ans. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc on avait une ambition d'international et de croissance. En revanche, ça serait mentir que d'imaginer que très exactement 18 ans après, on serait aujourd'hui effectivement 12 000 personnes dans le monde. Combien de pays? 60 ou 63. 63 pays, ok. Et genre, avant Amaris, qu'est-ce que tu faisais toi? Moi, j'ai travaillé dans le conseil en technologie en Belgique et après à Genève, avant de lancer le groupe ici en 2007. T'es salarié? Ouais, j'ai lancé les activités de consulting en technologie de 2 groupes en Belgique avant de venir le répliquer international et ensuite de m'installer ici. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le secteur du consulting, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Nous, en fait, on est les travailleurs de l'ombre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu prends dans l'économie mondiale, en fait, 35% de l'innovation mondiale est réalisée par des entreprises de conseil qui accompagnent les clients sur leurs projets. Donc nous, notre mission, en fait, elle est à la fois hyper simple et hyper compliquée. En gros, qu'est-ce qu'on fait? En fait, notre métier, c'est d'apporter des idées audacieuses et de la technologie à nos clients pour les aider à aller faire la solution innovante qui leur permet de faire l'extra mile. Donc après, ça va se traduire de plein de façons. Ça peut être aussi bien d'aller former des dirigeants sur la raison d'être, l'entreprise, le purpose, que d'aller déployer de la technologie chez un client sur sa transfo digitale, que d'aller, donc ça peut être concevoir l'application mobile d'une banque privée. Ça peut être par exemple d'aller concevoir l'application qui fait que si tu vas dans un horloger à Genève, tu vas pouvoir regarder sur un iPad les produits et que ça connecte directement avec le stock, savoir si c'est disponible ou pas, pour éviter la frustration de non. Ça peut être la conception de solutions technologiques dans l'industrie. Ça peut être l'accompagnement de projets en réalité virtuelle ou augmentée, par exemple, où on a fait si tu joues, le premier jeu de méta en réalité augmentée, c'est nous qui l'avons fait. Ok, carrément. Mais donc tes employés, ce sont des ingénieurs, enfin, C'est en grande majorité effectivement des ingénieurs, on va dire à 80% probablement 90%, et qui interviennent soit chez nos clients pour faire des projets, soit qui le font dans nos infrastructures. Il y a des tailles plus ou moins variées. Ça va de projets qui font, on va avoir une personne qui travaille pendant 3 mois à 200 personnes sur un projet à 40 millions d'euros où on accompagne un client dans les télécoms sur son déploiement dans un nouveau pays, par exemple. et justement, vous avez commencé sous Amaris. Oui, Il y a eu ce changement, c'était en 2019. exactement. Pourquoi ce choix? En fait, on peut pas dire qu'on a changé de nom. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a une offre. En fait, aujourd'hui, dans le monde, le conseil de service, c'est plus de 2000 milliards d'activités. Il y a un nombre de sociétés qui est délirant. En Europe, il y a plus de 2 millions de sociétés. Nous, on est dans le top 100 mondial aujourd'hui et on a une offre de service qui est hyper large. Au début, on a commencé avec le conseil en transfo IT et digital et après, on l'a étendu. Et donc, quand tu fais par exemple la formation d'un dirigeant sur la communication, en même temps, tu fais un système de guidage d'un drone et en même temps, tu fais de l'IT et en même temps, tu fais de la réalité augmentée. Voilà. Et donc, en fait, on a eu besoin de coiffer une marque au-dessus, qui est Mantou, qui coiffe nos différentes marques dessous. Donc, Amaris existe toujours. On n'a pas changé le nom. C'est une des marques, une des principales au sein du groupe. Ouais, c'était pour unifier votre savoir-faire. Exactement. C'est dans cette idée-là. De même que tu as des horlogers qui ont un nom et qui ont plusieurs marques dessous. Oui, tout à fait. Un groupe, finalement. Exactement. Là aussi, je voulais poser la question, c'est que vous travaillez essentiellement qu'avec des entreprises. C'est du B2B ou finalement, ça arrive aussi que vous travaillez avec des
pays, des choses comme ça arrive aussi? Oui, bien sûr, oui. On a Public? oui, tout à fait, oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, c'est une bonne remarque, même si je l'aurais mis dans la catégorie B2B. Ouais. On accompagne les grandes organisations internationales. On accompagne. Ah, nous aussi. Ah. Ah, bah oui, on a fait d'ailleurs une des applications la plus utilisée au monde, qui est le dashboard du Covid avec 4 milliards d'utilisateurs, par exemple. Mais pour ici, enfin, c'était pour la suite. Pour une grande organisation internationale. On ne dira pas le nom, non, très bien. Ça, ou alors pour la Commission, le Parlement, l'OTAN, etc. Donc oui, c'est extrêmement varié. Ou des pays carrément sur leur stratégie de communication, d'influence. Voilà, donc c'est très large. Et comment on gère cette croissance? Enfin, voilà, tu l'as dit, en 18 ans, tu es passé à 12 000 collaborateurs. Comment on gère ça? Alors déjà, c'est pas moi qui suis passé, c'est nos équipes. Et je crois que le sujet fondamental, comme toujours, en fait, c'est à partir du moment où on fait confiance aux gens, c'est ce qui fait que, voilà, si tu joues au foot, si tu essayes d'être en même temps l'entraîneur, le gardien de but, le milieu de terrain et celui qui va marquer les buts, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc il faut apprendre à mettre les bonnes personnes au bon endroit sur le terrain. De même que si ton gardien de foot, tu le fais jouer attaquant et l'attaquant gardien, ça risque de moins bien se passer. Et donc de choisir les bonnes personnes et aussi d'apprendre à déléguer. Enfin, Oui, bien sûr. Ouais, faire confiance aux gens. Et puis industrialiser, ce qu'on a plutôt bien fait, c'est qu'on a industrialisé un processus de façon à ce que le recrutement soit industrialisé, l'approche commerciale soit industrialisée. Donc on a mis en place une façon de procéder, là encore en copiant ce que les gens faisaient de bien dans nos métiers. Et en fait, quand tu copies un peu partout et que tu agrèges, bah à la fin, ça fait quelque chose où on rajoute là, et on a la chance, comme on est jeune, de ne pas avoir le legacy, le poids de l'histoire, ouais, tout à fait. qui fait que le changement est plus simple. Mais vous avez fait tout ça aussi sans entrer en bourse. Enfin, voilà, tu restes le propriétaire de l'entreprise. Hein. Comment on fait avec seulement de l'autofinancement, en fait, pour avoir cette taille-là? Tu sais, quand j'étais étudiant, j'étais dans une association étudiante qui s'appelait les 24 heures l'INSA. Et en fait, on organisait une course de vélo où on faisait pendant 24 heures avec des concerts, etc. Et j'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé dessus, le slogan qui était « Quand c'est gratuit, c'est moins cher ». Et en fait, en vrai, quand tu n'as pas... Je suis investisseur dans beaucoup de startups. Et en fait, l'abondance est un problème. Parce que quand tu n'as pas de moyens, tu fais très attention à, 1, gagner de l'argent pour te financer, 2, ce que tu dépenses, et 3, à ce que tes clients te payent. Donc en fait, comment tu le fais? Tu le fais en faisant bien plus attention aux choses. Voilà. Et tu te permets que ce que tu peux te permettre. Au passage, et c'est souvent ce que je dis aux entrepreneurs qui démarrent, toi, demain, par exemple, j'en sais rien, si tu as un bonus de moins, eh ben, à la maison, tu changeras quelque chose. Tu vas pas continuer à dépenser de l'argent que tu n'as pas. C'est évident. De la gestion. C'est évident. C'est-à-dire que tu ne dépenseras pas, pour la majorité des gens, un argent que tu n'as pas. L'entreprise, et en particulier l'environnement des startups, est le seul univers où on dépense quelque chose qu'on n'a pas encore gagné. Parce que c'est une promesse sur l'avenir. Enfin, un peu... Oui, sauf qu'à la fin, on se heurte à des réalités. Et c'est ce qui fait que depuis maintenant 2 ans, on a un hiver de la tech en Europe et dans le monde, parce que les gens ont dépensé un argent qui n'existait pas. Donc voilà, donc ce qu'on a fait, on a toujours fait attention à ce qu'on faisait et comment on dépensait notre argent. Une bonne gestion. Au niveau aussi de ta personnalité, toi, tu es un dirigeant qui sort du cadre, dirigeant d'une entreprise suisse, on te voit, tu es très visible, tu prends la parole très souvent dans des vidéos. Là-dessus, pour toi, c'est vraiment important de communiquer, de s'adresser au public. Généralement, on dit qu'en Suisse, on est un peu plus timide que nos voisins européens, en plus sur la réserve, on va dire. Toi, là-dessus, tu aimes bien communiquer, c'est important pour toi de bien communiquer? Alors, je peux pas dire que j'aime bien communiquer, parce que si tu parlais de ça au jeune Olivier qui avait, je sais pas, 12 ans, 14 ans, 15 ans, qui était très timide, qui prenait des cours de théâtre, etc., il te dirait c'est bizarre. Donc, comme quoi on apprend pour tout. En revanche, non, je suis pas très visible. Je suis visible sur les réseaux sociaux, voilà, et LinkedIn en particulier, parce que c'est mon travail. Et puis les podcasts ou les interviews, où je trouve que c'est un format qui est intéressant, et merci pour l'invitation, parce que c'est un format dans lequel on a le temps de parler. C'est pas le format 3 minutes ou 7 minutes. Pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Mantoux, c'est une entreprise qui est capable de réaliser des projets et de les gagner en face du top 15 mondial. Donc en face de nous, on a des acteurs qui parfois font 800 000 salariés. Nous, on est tout petit. En comparaison. On est tout petit. Mais oui, mais on est tout petit. Or, avec 12 000 salariés, on est le seul acteur au monde qui est capable de se battre avec les très gros. Parce qu'on a 63 pays et parce qu'on a une offre de service qui est extrêmement large. Et donc, du coup, le point qui est important pour nous, il y a 2 sujets. Le premier, c'est la qualité des talents qu'on attire. Aujourd'hui, depuis 18 ans, l'entreprise a une notoriété en recrutement qui fait qu'on n'a pas besoin
fondamentalement de ça. En revanche, côté client, quand tu te bats avec quelqu'un qui fait 60 fois ta taille, il y a besoin, voilà. Et en plus de ça, on est jeune. Alors moi maintenant, je sais plus le cas, j'ai 50 ans, mais nos équipes sont... Ça va. Tu verras. Mais nos équipes sont jeunes. Les deux personnes qui co-dirigent le groupe aujourd'hui, que j'ai nommées, ont 35 ans et 37 ans. Extrêmement jeunes. Le COMEX, on a un COMEX, comité de direction, comité exécutif, qui est extrêmement jeune. Ce qui fait qu'en fait, on a toujours nous travaillé en étant des bons élèves. C'est-à-dire qu'en fait, on apporte des solutions à nos clients et c'est par la performance qu'on fait les choses. À un certain moment, c'est aussi utile d'avoir une notoriété, une image qui fait que le client qui va te confier un projet à 30 millions d'euros, ou de francs suisses d'ailleurs, qui est impactant pour lui, il veut être sûr qu'il ne va pas se tromper. Et donc voilà, donc le fait de communiquer, voilà. Et puis ensuite, c'est parce qu'on n'a jamais levé d'argent, tu le disais tout à l'heure. Donc en fait, on n'a pas la notoriété qui est liée le fait d'avoir des investisseurs ou d'avoir été en bourse. Donc, c'est faire connaître son savoir-faire. C'est un peu Exactement. de vous démarquer de la concurrence. L'autre particularité, alors ça, je l'ai vécu avec toi, c'est que tu es ultra réactif. Tu réponds aux mails de manière très, très rapide, à 1 minute carrément. Alors moi, j'ai vu, tu m'avais répondu à 100 minutes près. C'est une... Ça dépend. Enfin, comment tu fais ça? Enfin, c'est vraiment une volonté de ta part d'être, voilà, le moindre mail que tu réponds à tout. Je réponds à tous mes mails, tous mes messages. Mais comment tu fais? Tu reçois combien par jour, par exemple? Je dois avoir, je sais pas, je dirais entre 300 et 500 par jour à peu près. 300 et 500 mails par jour. Mail ou message LinkedIn, oui. Comment tu fais pour gérer ça? Déjà, quand j'étais gamin, moi je fais partie de cette génération qui a découvert les premiers ordinateurs très tôt. Et à l'époque, quand tu jouais aux jeux vidéo, ce que j'ai fait, en fait, c'était du texte. Donc tu avais par exemple la description d'une image qui était en texte. Et toi, tu tapais. Donc j'ai appris à taper comme une dactylo. Donc déjà, je tape extrêmement vite, ce qui fait que ça fait gagner pas mal de temps. Déjà, c'est le premier point. Voilà. Et ensuite, derrière, c'est une question d'entraînement d'hygiène. Mes mails sont quand même extrêmement courts. Hein. Je fais pas des romans. Mais ce que je voulais te dire, c'est pour toi, c'est nécessaire de donner toujours un retour, en fait, c'est ça. Bon, je trouve que c'est une marque de politesse. Ça me semble assez logique. Ouais. Au passage, je suis pas le seul à faire ça. Hein. Oui, il y a Xavier Niel. Xavier Niel aussi fait pareil. Jean Laroche-Brochard qui bosse avec lui aussi. Mon DG fait pareil. Par contre, je refuse d'être en copie de mails qui sont pas nécessaires. Et sans être boomer pour autant, je n'ai qu'un channel. Mes enfants se moquent de moi. Moi, je n'ai qu'un channel, c'est le mail. Pas d'SMS, pas de WhatsApp, pas de Teams, etc. C'est peut-être le secret alors là. Oui, mais pour une raison très simple, c'est que si tout arrivait au même endroit, j'aurais pas de problème. Mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc moi, je sais dépiler des sujets et répondre à un mail. Donc toi, un conseil que tu donnerais à un jeune CEO, ça serait de prendre ce temps de répondre à quelqu'un qui te fait une demande. Enfin, qu'est-ce que tu lui dirais? Je te donnerai j'ai une discussion avec le patron d'une de nos entités il y a 2 jours. Et c'est plutôt le conseil que je donnerais. C'est en fait, on parle d'un sujet et il me dit, écoute, là, je sais que ça, c'est pas bien. Pourtant, je l'ai demandé aux gens. Je lui dis, en fait, il me dit, si j'avais fait moi, ça aurait été mieux fait. Et je lui dis, écoute, si tu veux pouvoir scaler, en fait, tu dois te battre. Si tu as décidé d'aller au nord, et que tu as décidé que tu allais monter l'Everest par la face nord, et qu'on te dit, on peut pas, il faut passer de l'autre côté, ou on peut pas tout court, toi, ton boulot, c'est comment tu fais pour enlever le rocher qui est au milieu, comment tu fais pour contourner. Et c'est ça, en fait. Et c'est pas laisser, parce que sinon, tu dégrades au fur et à mesure. Donc, le conseil que je donnerais à un jeune dirigeant, c'est en fait de se battre toujours pour que les gens dans ses équipes fassent les choses exactement comme lui les ferait. C'est-à-dire, si on a décidé qu'on allait là, on va là. Et si on n'y arrive pas, alors on travaille ensemble sur comment on finit par y arriver. Sinon, tu finiras par tout dégrader. De perdre aussi. Là. Exactement. C'est plutôt le conseil que je donnerais. On l'a dit en intro, vous êtes basé à Genève depuis toujours. Vous étiez donc, tu as dit la rue de la Fontaine, après il me semble donc Vernier, puis maintenant Chenebourg, si je ne me trompe pas. Avec le WTC au milieu avant. Aujourd'hui, le contexte en Suisse et à Genève, il a changé. Il y a des incertitudes au niveau avec l'Europe. Il y a la fiscalité, il y a le côté de la concurrence, que Genève est en concurrence avec d'autres places économiques. Comment vous vous adaptez à ce cadre mouvant? Alors, tu as 2 volets là-dedans. C'est le premier qui est... par rapport à Genève, on ne s'est jamais posé la question d'aller ailleurs. C'est pas une question qu'on s'est posée. Après, comment on s'adapte? En fait, la réalité, c'est que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde dans lequel l'incertitude est devenue la seule certitude. Et donc, en fait, en tant qu'entreprise, et c'est ce qu'on a toujours dit à nos équipes, en fait, le métier consiste à avoir les bonnes équipes
de façon à avoir des gens qui vont s'adapter aux situations parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, c'est ça, une entreprise finalement, on parle souvent de gens qui disent « c'est quoi la stratégie à 5 ans, à 10 ans ?» Très franchement, ça n'a pas de sens. Le vrai sujet, c'est comment tu as des équipes qui, elles, feront face au fait que quand tu as le Covid qui arrive, personne n'a prévu. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et cette année-là, on a fait 7% de croissance. Quand même. C'est moins bien que ce qu'on faisait d'habitude, mais on a quand même fait la croissance. Et pourquoi ? Parce que les équipes se sont adaptées. Et c'est ça qui compte. Donc c'est super important d'avoir des gens qui s'adaptent parce que justement, l'incertitude est devenue la seule certitude. La majorité de vos activités aujourd'hui, c'est à l'international. Très clairement. Vous avez combien d'employés à Genève? Écoute, je te dirais... 200, mais j'espère. On va avoir 500 en Suisse et la grande majorité doit être sur la Suisse romande. Après, je ne saurais pas exactement dire, c'est plus de 300, c'est sûr. Voilà, donc c'est sûr que par rapport aux 12 000, c'est anecdotique. Non, justement. Et là, tu te dis pas, bon, on va où notre activité est plus importante, plus forte. Il n'y avait jamais eu cette réflexion-là. Bon, l'activité existe aussi. Il y a des grands donneurs d'ordre qui existent sur la Suisse romande et la Suisse de façon large. Je ne vais pas les nommer, hein, les gens les connaissent, hein, mais il y a des industries qui sont intéressantes, qui permettent aussi d'ailleurs des transferts de technologie parce que quand tu travailles par exemple dans l'horlogerie, le monde du luxe, en fait, tu vas aller faire des projets qui peuvent aussi servir dans l'automobile ou l'aéronautique, qui vont servir dans la banque privée, qui vont servir ailleurs, etc. Et nous, on a vraiment une croyance qui est très forte, qui est, et dès le début, on a beau être un groupe mondial, pour le coup, on est vraiment une multinationale, mais en fait, on croit vraiment à la localisation dans les pays et de faire en sorte de servir le marché local. C'est important pour nous. Je te pose la question parce qu'il y a quelques années, tu avais dit dans une interview qu'il manquait ici les conditions incitatives pour faire émerger. À l'époque, tu avais pris l'exemple du nouveau Nestlé. C'est vrai. Mais tu voulais dire quoi quand tu te parlais de cette phrase-là ? Le monde a changé, très clairement. Et là où avant, les croissances étaient beaucoup plus lentes, ça permettait d'avoir des entreprises qui étaient toujours rentables, d'une part, et qui grandissaient lentement. Et donc, ça permettait de juguler un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, pour moi, ce qu'il nous faut ici, il y a plusieurs facteurs. Il y a un premier sujet qui est une digitalisation qui manque. Je dois recevoir 200 courriers papier par semaine chez moi. Enfin, je veux dire, c'est complètement hallucinant et qui concerne nos entreprises. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est un frein parce que c'est un frein à la croissance. Ça, c'est un premier facteur. Trop lentement. Le deuxième facteur, et c'est plus pour le cas de Genève, il nous manque, je pense, une école ou des écoles, que ce soit commerce ou ingénieur, qui ait une renommée mondiale. Et non pas que les écoles sont mauvaises ici, mais on n'est pas du niveau de l'EPFZ, le PFL, le MIT, etc. Donc ça, il nous manque ça. Et l'IMD est un peu loin. Voilà. Donc ça, c'est là. Et le dernier facteur, il est aussi sur la fiscalité, où en fait, aujourd'hui, moi, j'ai un fonds de venture dans lequel on investit, on a 70 lignes. Une entreprise dans laquelle, ici, tu investirais a une problématique de déploiement de son capital, parce qu'une partie de ce capital va servir à payer l'impôt sur le capital des dirigeants. Et ça, c'est un frein. Parce que beaucoup d'entreprises ont un modèle où on perd de l'argent avant de faire quelque chose. Et ça, cette fiscalité est une des problématiques. C'est la partie de la taxation sur un outil de travail qui n'a pas encore de valeur. En vrai, il a une valeur technique et théorique, mais je peux te citer, moi, les entreprises dans lesquelles on a investi, qui à un moment valaient 1 milliard et qui valent 0 € et qui n'ont jamais dégagé d'argent. Et si le dirigeant a dû payer son impôt sur la taxation d'outils de travail, voilà. Donc il y a plein de facteurs qui expliquent. Qui freineraient donc cet écosystème d'innovation, selon vous, aussi là-dessus. Genève est le plus sévère. Notre carton maximal de la taxation d'outils de travail. Ça, pour toi, c'est vraiment, si tu as un conseil sur 3 leviers que l'État de Genève devrait faire pour favoriser justement l'entrepreneuriat ou l'innovation, ça serait de jouer sur ce levier-là, par exemple? Alors le premier sur lequel je jouerais, c'est d'abord la notion d'écosystème. Moi, je le vois dans d'autres pays dans lesquels on peut investir, l'Angleterre, la France, etc. Il y a une vraie notion d'écosystème qui travaille ensemble. C'est-à-dire que tu vas avoir les grands groupes qui vont chasser en meute, qui vont faire travailler les startups ou les petites entreprises dans la tech. Ces entreprises-là vont se déployer à l'international et tout le monde va avoir un écosystème dans lequel tu échanges, tu partages. Et du coup, ça a un effet vertueux parce que tu vas avoir les fonds d'investissement, les investisseurs dans le même. Exactement. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque. Il est inhérent aussi à la culture de discrétion dont tu parlais que nous avons ici, où effectivement, les gens restent parfois plus isolés. Est-ce qu'on l'a finalement, cette culture d'entrepreneuriat ici, tu trouves? Toi qui est voilà, présent dans plusieurs pays. Et... Après, je crois vraiment qu'il y a une histoire aussi de rôle modèle. Moi, je suis issu d'une école d'ingénieur en France
qui ressemble beaucoup à Genève de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est une école qui met en avant la discrétion, l'humilité, et ça a d'énormes qualités, et ça a aussi un inconvénient. Aujourd'hui, par exemple, si je reprends cette image de l'école d'ingénieurs, les ingénieurs aujourd'hui, la nouvelle génération qui rentre, ils ont envie d'avoir des exemples auxquels ils peuvent se projeter. Et donc, c'est aussi à nous, dirigeants, entrepreneurs, il y a des super histoires. Moi, j'ai découvert des histoires incroyables à Genève, d'entrepreneurs, dont les bureaux étaient à 800 mètres de mien, que je n'ai jamais rencontré en 18 ans. Donc on ne fait pas assez montrer nos succès, c'est un peu ça? Et donc, oui, et donc, si tu reviens sur ce sujet, c'est comment connecter cet écosystème de dirigeants, parce que c'est ce qui, ensemble, fait que tu vas travailler ensemble, du coup, tu t'emmènes l'un à l'autre, etc., et qu'à plusieurs, tu es plus fort. J'essaie d'imaginer, c'est une station F que tu verrais, ça me paraît, ou pas du tout. Même pas sur aller ce genre de choses, parce que c'est pas forcément en copiant, mais la première des choses déjà, c'est de ne pas se rendre compte qu'il y a une entreprise qui est une des plus belles success stories ici à Genève, dont je n'ai jamais rencontré le patron, par exemple, ou le fondateur. Et il y en a au moins 3 ici. Ici, l'ensemble de toutes les belles success stories, tu peux prendre des Sonar Source, tu peux prendre des Taurus, tu peux prendre des Protons. Jamais rencontré les patrons, avant par hasard d'en rencontrer un. Qui a un peu ce travail de... Ledger, le dirigeant de Ledger est ici par exemple, c'est une très belle boîte. Enfin, je veux dire, il y a plein d'entreprises ici qui sont des très très belles success stories, mais c'est de faire en sorte qu'on se connecte. Et il y en a beaucoup que je rencontre à l'étranger. Ça, c'est un peu plus cocasse. Et on se croise à l'étranger, et non, mais toi tu fais quoi? Mais moi je suis à Genève. Ah bah moi aussi. Incroyable, ouais. Comme quoi, normalement on dit que Genève est tout petit, donc on se rencontre tous, mais c'est pas le cas pour... C'est un peu moins vrai pour les dirigeants d'entreprises qui scalent à l'international, parce que par définition, c'est ce qui, moi, était mon cas pendant longtemps, tu passes beaucoup de temps en déplacement. Ouais. Donc moins ici. Tu parles du déplacement à l'étranger, justement, je voulais te poser la question. C'est quoi l'image de Genève à l'étranger? Qu'est-ce qu'on dit de nous par rapport aux autres grandes villes et autres? Allez, on va passer dans un cliché comme ça c'est fait, chocolat. Non, pour de vrai. Montre. Bien sûr, chocolat, montre, banque privée. Ça c'est normal. Qualité de vie. La qualité de vie est vraiment quelque chose qui revient. On a ici une qualité de vie incroyable. Tu sais, c'est comme, je sais pas si tu connais le syndrome de la grenouille. Non, vas-y, non, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait. C'est un exemple qu'on utilise souvent en management. Quand tu prends une casserole, alors je parle pas de torture, hein, mais tu prends une casserole, tu mets de l'eau froide, tu mets une grenouille dedans, tu montes la température, ta grenouille, elle va mourir ébouillantée. Tu prends une casserole d'eau chaude, tu mets la grenouille dedans, elle va sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rends pas compte quand c'est progressif. Et la même chose, quand tu viens à un endroit, tu te rends pas compte que c'est vraiment très sympa, sauf quand tu as la comparaison ailleurs. De même que, je prends un autre parallèle, les Français râlent sur leur impôt sur le revenu, c'est un des plus faibles au monde. Et la perception, elle est qu'en Suisse, il n'y a pas d'impôt, ce qui est absolument pas vrai. Absolument pas vrai. Et donc voilà, donc il y a plein de perceptions. Mais c'est toujours ce côté, l'herbe est plus verte ailleurs aussi. Oui, et puis pas de se rendre compte. Donc la qualité de vie, ça joue beaucoup. Et effectivement, il y a la qualité suisse qui est perçue, ça c'est sûr. C'est-à-dire que pour nous, entreprises de conseil et de technologie, la perception d'être de nos clients dans le monde, effectivement, c'est une perception de qualité qui est véhiculée par l'industrie horlogère, par le luxe, etc. Mais on a une vraie perception de qualité de savoir-faire. Tu as parlé de fiscalité comme point à améliorer, enfin en tout cas, ça sera un levier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu verrais? Moi, j'aimerais bien avoir les vélos en free float à Genève. Non, mais c'est vrai, c'est une des rares villes. Moi, j'utilise toujours un Dot, Lime dans tous les pays où je vais, et à Genève, on peut pas. Et moi, je trouve que c'est un frein. Mais je comprends aussi que pour la population locale, ça soit ennuyeux. D'un autre côté, ça nous réduirait les bouchons dans le quartier. Je pense que pour la nouvelle génération qui aime la mobilité douce, ne pas avoir du free float, c'est un frein. Même si, encore une fois, il faut toujours trouver, parce qu'entre les trottinettes et les vélos, il y a un équilibre. Hein, ça devient sinon anarchique. Mais il y a un équilibre à trouver, je pense, qui aussi contribue à une image moderne d'une ville. C'est sûr. Et je voulais te parler aussi pour l'avenir. Tu parles du futur, des futurs métiers aussi. L'IA, c'est au tout début, tu parlais de ça. Aujourd'hui, tu parles des projets en réalité virtuelle. Tu vois comment cette nouvelle technologie, il y a des métiers qui vont disparaître ou au contraire, pour toi, c'est une grande opportunité pour l'humanité? C'est une opportunité. Alors, je crois que nous, on a 2 records dans l'économie mondiale. On a un premier record qui est celle de l'entreprise qui a dû se déployer le plus vite dans le monde, dans 50 pays. Ou en tout cas dans les 3 plus rapides. Et j'ai un autre fail, c'est qu'en 2017, on investissait pas loin de 2 millions d'euros par an en recherche et développement sur l'intelligence artificielle, chez nous, avec 20 personnes. Et tu auras bien remarqué que quand tu utilises Mistral, ChatGPT, etc., c'est pas moi. Donc on a raté ça. Et c'est une bonne leçon, tu vois, tu parlais des entrepreneurs tout à l'heure ou des dirigeants.
Le premier conseil en général, c'est de dire l'idée, on s'en moque, c'est l'exécution qui compte. Et le rôle d'un dirigeant, c'est de bien exécuter. Si on revient sur l'IA, oui, c'est un changement massif qui va impacter tout le monde. Et contrairement à ce que les gens pensent, non, les gens ne vont pas perdre leur emploi. Par contre, les gens qui n'utilisent pas l'IA, eux, seront remplacés par des gens qui utiliseront l'IA. Et l'enjeu fondamental de nos sociétés, c'est que tu as vu l'émergence d'Internet et puis du mobile. Le temps qu'on a eu, et nos parents par exemple, pour s'adapter à ça, a été long. C'est-à-dire que ton échelle de temps entre le premier iPhone en 2007 et un usage massif, par exemple, ou Internet qui est né en 91 et la réelle apparition du changement ou du bouleversement, plutôt on va dire 2005, c'est une période de temps qui est longue. L'AI, c'est accéléré à une vitesse délirante. Et donc, c'est comment on forme les gens à s'adapter à ça, à découvrir, à comprendre et à changer. C'est pas un problème technique, c'est changer le mindset. Est-ce qu'on doit l'enseigner à l'école? Ah bah oui, ça me semble fondamental. De toute façon, l'éducation va être bouleversée, puisque le principe d'avoir un professeur qui te fait du descendant alors que tu poses la question, tu as la même réponse, fait qu'on doit repenser. Ce qu'on doit repenser, c'est comment on va former nos enfants ou la prochaine génération au sens critique. Parce que tu te sers de l'AI, tu sais très bien qu'il y a des hallucinations, il y a des erreurs, et que parfois l'AI raconte n'importe quoi. Et donc tu as une obligation d'avoir du sens critique et se dire, mais est-ce que c'est cohérent ou pas? Mais donc, on vit un moment de basculement, même au niveau de l'éducation. En fait, tous les secteurs sont concernés, sans exception. De ce que vous faites vous ici au quotidien aussi, vous allez être transformés. Je vais te prendre des exemples simples. Prends un banquier, un commercial, un VRP qui va voir un client et qui prend des notes sur un carnet en papier. Tu as ceux qui sont passés sur le laptop, ok, et tu as ceux qui continuent avec du papier. Et à la limite, pourquoi pas? Par contre, à chaque fois que j'en vois un, je dis, mais pourquoi tu fais pas une photo et un transcript pour le mettre dans ton système? Pour Ben oui. l'efficacité. Alors que je vois les gens avec leur papier ensuite recopier religieusement. Voilà le genre de choses. On n'est pas en train de parler de construire des fusées, quoi. C'est simple. Bien sûr. Mais ça, c'est une question de switcher ton mode de fonctionnement. Comme il a fallu un moment. Exactement. Oui. Exactement. Vous l'intégrez déjà chez Mantou? À nous, oui, ça a été depuis le premier jour. Je te dis, en 2017, on était déjà précurseurs. Ouais, on est actionnaire, nous, de Mistral, champion européen, concurrent de ChatGPT, de Claude et de Gemini et de Grok. Ouais. On était dans le premier tour de Mistral. D'ailleurs, le Conseil fédéral s'est positionné pour organiser un sommet sur l'IA à Genève en 2027. Maintenant que je le sais, mais tu vois, un très bon exemple. Un très bon exemple de ce que je disais tout à l'heure. On est aujourd'hui la plus grosse boîte probablement de tech de services de Genève. On est actionnaire de Mistral. On est précurseur de l'AI. Je suis même pas au courant qu'il y a un sommet de l'AI à Genève. L'illustration est parfaite. Je l'ai pas fait exprès. Et je serais évidemment ravi d'y participer et de montrer ce que Mantou fait dans le monde entier avec nos clients, avec nos équipes. Ouais. Non, très bien. Et la question qu'on aime bien poser ici, c'est un peu ce côté à prendre du recul. Mais toi, si tu pouvais dire une chose au Olivier en 2007, quand il a lancé Amaris, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qui devrait peut-être faire mieux, peut-être faire attention à certaines choses. Je ne sais pas, un conseil? Le premier, c'est que je lui dirais, écoute, on va avoir une bonne intuition chez Mantou, parce qu'on est très geek et très tech sur l'intelligence artificielle en 2017. Ne fais pas l'erreur de mettre les mauvaises personnes pour l'idée ce projet-là, parce que ça serait important et tu comprendras pourquoi. Voilà, je crois que ce serait le sujet. Tu ferais bien autrement? Si, bien sûr, tu as plein de choses que tu peux faire différemment. C'est essentiellement dans la gestion des gens, où il y a des choses que tu ferais différemment parce que tu te rends compte que tu aurais pu leur dire des choses avant, tu aurais pu les mettre au bon endroit avant, etc. Donc oui, forcément. Et heureusement d'ailleurs, des erreurs, on en a fait, mais tellement. C'est sûr. Mais ça fait partie du processus aussi, ce côté de faire des... Alors je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de gens, moi je vois souvent des gens qui disent c'est très bien de faire des échecs, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, enfin en l'occurrence, si on évite de faire l'échec, c'est pas plus mal non plus. C'est souvent des gens qui disent, tu sais, c'est bien d'avoir planté une première boîte pour en faire une autre.
j'ai jamais déposé le bilan d'une société que j'ai créée. Je suis très content, quoi. Et j'ai pas l'impression que ça m'ait desservi. Non, mais tu sais, on parle toujours de cette culture. On parlait de l'aspect culturel tout à l'heure. Il y a la culture de l'échec. Que ici, généralement, on a appris ça aux États-Unis où, voilà, comme tu le dis, j'ai planté 3-4 entreprises. On nous félicite plutôt que nous dire, oh, il est mauvais. Moi, je préfère la culture de l'apprentissage plutôt que la culture de l'échec. L'apprentissage, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est ensuite faire ton post-mortem en te disant qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui va être. Ça ne veut pas dire que tu as échoué, mais c'est de se dire ok. Et c'est cette quête de l'exigence et de la performance qui fait que c'est extrêmement fatigant pour les gens qui bossent avec moi en général. Comment tu vois Mantou dans 10 ans? Écoute, la question est intéressante parce que on parlait tout à l'heure d'évolution du monde. On fera probablement partie du top 30 mondial. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Et j'ai parfaitement confiance dans les équipes aujourd'hui que j'ai nommées et qu'on a mis en place et qui dirigent aujourd'hui le groupe pour aller construire les 10 années d'après parce que c'est pas moi avec mes 50 ans qui vais être capable de réinventer le conseil tel qu'on l'a fait. Et bien du coup, pour passer de 18 ans à 28 ans, on est adulte, et bien maintenant, l'adulte est capable tout seul de grandir, et avec des gens qui, eux, vont pouvoir influer ça. Donc voilà. Donc oui, on fera partie des géants du conseil, j'en suis à peu près certain, et on va se battre et on va l'exécuter pour ça. Toujours à Genève? Oui. Toujours à Genève. Ouais. Et ton souhait pour Genève dans 10 ans? Écoute, qu'on ait toujours la même qualité de vie, c'est sympa quand même. On vit bien, c'est chouette. Moi, ça fait 22 ans que je suis j'ai presque passé la moitié de ma vie ici. On vit bien, quoi. Rien ne change. Mais on pourrait s'améliorer. Ben oui, évidemment. Ben évidemment. Il y a plein de choses à améliorer. Évidemment. Très bien. Écoute, merci beaucoup Olivier pour toutes ces confidences. Franchement, ça a été sans filtre. Donc, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et puis, je te souhaite tout le bon pour la suite. Merci Mathéo. Après, merci beaucoup. Salut. Retrouvez les Success Stories genevoises sur Apple Podcast et Spotify en audio et sur YouTube en vidéo. À bientôt.